Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Cécile est une femme de médias, et c'est tout naturellement que lors des funérailles de sa mère, elle souhaite inviter la télévision France 3 pour tourner un reportage. Mais en réalité, Cécile vit à ce moment-là un premier épisode avec le trouble bipolaire. Une sombre nouvelle, comme la mort d'un parent, peut générer une phase d'euphorie, dit hypomanie ou manie dans le langage médical. Surtout lorsque des prémices de la maladie sont déjà installées depuis quelques mois. Dépression postpartum, décès d'une amie, licenciement par une amie proche à son retour de congé mat, chômage et burn-out maternel. Cet enchaînement d'expériences de vie douloureuses sont les déclencheurs de la maladie qui ont amené Cécile à la décompensation psychique lors du décès de sa mère. 8 ans après la pose du diagnostic et une étude minutieuse de sa personne, Cécile a appris à se connaître aux côtés de son trouble. Elle prend la maladie à bras-le-corps et se crée un socle, comme elle le dit, une boîte à outils indispensable qu'elle nous partage pour réguler son humeur. Cécile aime ses filles de tout son cœur, bien que la relation reste parfois complexe. Elles sont sa force comme ses perturbations. La violence a existé entre elles, tant dans les mots que dans les gestes. Mais aujourd'hui, Cécile repère les signes d'une phase maniaque ou dépressive avant d'en arriver à des débordements émotionnels et des réactions parfois inadaptées. Elle se rend ainsi d'elle-même aux urgences psychiatriques, portée par le besoin d'une prise en charge adaptée. Cécile nous montre que l'on peut s'accompagner dans la vie, qu'importe le diagnostic qui nous suit, que l'on peut ne pas travailler et avoir tout de même besoin d'aide dans le foyer, que l'on peut annoncer à son nouveau chéri que l'on vit avec un trouble psy. Cécile est un exemple de courage dans une société validiste et psychophobe. Cécile est tout ça, et bien plus encore, même en passant par bien des hauts et des bas. Hello Cécile, Bonjour Tamara, comment vas-tu aujourd'hui ? je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu Tamara ? Écoute, c'est une assez relativement bonne journée. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça, alors je suis en joie de te le dire. Je suis ravie d'entendre ça, vraiment ça fait plaisir, on va avoir de belles énergies pour cette interview. Carrément. Alors Cécile, toi tu vis avec le trouble bipolaire, c'est une maladie psychique chronique. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce trouble se manifeste chez toi ? Comment il se manifeste chez moi ? Alors effectivement, il se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Déjà, ça fait 7 ans que mon trouble a été diagnostiqué. Donc en 7 ans, j'ai eu l'opportunité de me découvrir, de me redécouvrir, d'enquêter sur une Cécile avec un trouble psychique
une maladie mentale, c'est déjà pas facile à accepter au début. On est dans le déni. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été dans le déni. Ça a été compliqué. Puis aujourd'hui, je le vis différemment. Et aujourd'hui, j'ai même envie d'en faire une force. Alors, c'est encore un sacré boulot. Mais comment il se manifeste, on va dire que c'est des hauts et des bas. C'est des phases de dépression et des phases d'euphorie. Après, ça dépend tout des épisodes. J'ai eu plusieurs épisodes. Forcément, on ne les vit pas tous les mêmes parce que les contextes sont différents. Mais l'épreuve qui a déclenché ce trouble chez moi, c'est le décès de ma maman. Ça l'a déclenché où, en fait, ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai appris la nuit du 19 février 2015 que ça y est, maman était décédée. Maman avait un cancer du pancréas, donc pendant une année, on s'était préparé à ce qu'elle parte, mais t'as beau te préparer, tu sais jamais comment tu vas réagir. Et moi, j'ai réagi d'une façon euphorique. C'est-à-dire que quand mon frère m'a annoncé ça, cette nuit du 19 février, j'ai sauté de joie dans mon salon. Mon mari, à l'époque, il a trouvé ça aussi bizarre, mais voilà, c'était... Bon, j'avais déjà des symptômes, j'avais des prémices de plusieurs mois, la fin de vie de la personne qui vous a donné la vie, c'est vrai que c'est très compliqué. Émotionnellement, ça a été plus qu'un tsunami, Et du coup, cette euphorie, elle m'a emmenée dans des endroits complètement incroyables, si on veut dire. Et puis, de là, même, quand on a fait venir le médecin, SOS médecin, parce que mon mari s'est posé des questions, il a appelé notre médecin de famille. Le médecin de famille a dit, bon, là, fais venir SOS médecin, il y a un problème, clairement. Je voulais construire une maison à mes beaux-parents. Moi, dans ces moments-là, les phases hautes, elles s'expriment par j'ai envie de sauver tout le monde, j'ai envie d'aider tout le monde, j'aime tout le monde. Mais c'est aussi une facette de Cécile. Cécile sans le trouble. Et elle extériorise ça, en fait. Mais ça paraît, voilà, tu viens de perdre ta mère et toi, t'as envie de faire ça, c'est space, quoi. Donc, la médecin vient, et là, on me diagnostique le trouble bipolaire. Tout de suite. Oui, tout de suite. Moi, je l'entends pas, parce que moi, je suis très très haute, je suis dans une phase d'hypomanie, ce qu'on appelle. Pour moi, puis après on me met sous médoc, on me donne des anxiolytiques, des neuroleptiques d'urgence, le Zyprexa, qui est un traitement très très lourd et très très fort, et du Temesta aussi, donc tout ça, un peu, puis un autre traitement, je sais plus, mais un peu pour m'endormir, quoi, en gros. Et juste, ça, c'était combien de temps après le décès de ta maman qui a eu le diagnostic avec les médicaments ? C'était vraiment sur quelques heures ou quelques jours ? Elle est décédée le 19, c'était le 23 février. Parce que du 19 au 23, t'es restée en fait en haut. Ouais, j'étais perchée, ouais. Si on peut dire ça comme ça. Ouais, j'étais... voilà, puis t'imagines, il faut organiser les funérailles. Moi, je suis sur Genève, ça se passe à Grenoble. C'est tout ma sœur et mon frère qui ont géré. Moi, j'étais pas sur place avec eux. Tu t'imagines, je suis la sœur aînée. J'étais pas avec eux, je pouvais pas dans ce moment-là. Mais, voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Je me pose la question, tu m'as dit que tu étais vraiment dans une grande joie au moment où tu as appris ce décès, sur le moment-là. Qu'est-ce qui t'a connecté à cette joie ? Tu te souviens, tu as eu des pensées ? Alors, le souvenir que j'ai, parce que mon premier épisode avec les médocs que j'ai eu, la mémoire, elle en a pris un coup. Quelque part, c'est pas si mal si j'ai oublié certains épisodes de cet épisode-là. Faut savoir que la mort d'un proche peut... provoquer des changements chimiques dans le cerveau. Donc moi, j'avais ma chimie naturelle, j'avais un antidépresseur. Il y a plein de choses en fait. J'avais un antidépresseur, on appelle ça la pilule du bonheur, la Flugtine. Je toussais énormément, on a fait venir SOS médecin, il m'a donné de la cortisone alors que j'étais sous antidépresseur. La cortisone, c'est un euphorisant. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont fait monter, en plus de moi, qui était déjà euphorique. Donc c'est un cocktail. Vraiment, mon premier épisode, pour moi, c'est un cocktail chimique. Ma chimie à moi, la joie, l'euphorie, parce qu'en fait, j'étais
pour moi, j'étais libérée que ma mère ne souffre plus. Pour moi, c'est ça qui m'a fait vraiment une délivrance. Et c'est vrai que ce fameux soir du 19 février, j'ose le dire aujourd'hui et j'ose en parler, mais moi j'ai senti sa mort. Elle était, on l'avait fait mettre, elle était dans le coma, on l'avait induit un coma. Induit, ouais, dans un coma. Elle est restée quand même pas mal de jours, cette coquine. Mais ce soir-là, voilà, il y a eu des choses en moi. Voilà, je sais pas, appelle ça. Je sais pas, j'ai pas de mots. Mais pour moi, j'ai eu une connexion avec ma mère. Moi à Genève, elle à Grenoble. Et en gros, c'est genre, ma fille, je te sens bien aujourd'hui. Vas-y, je te laisse, je pars. Est-ce qu'on peut parler d'une connexion avec l'invisible ? On peut clairement parler d'une connexion avec l'invisible. Clairement, j'étais connectée à elle. Quand j'ai vu 2 jours plus tard, avec l'acte de décès, à quelle heure elle était décédée, même en étant dans une phase d'hypomanie, j'étais là, waouh. Mais voilà, on va dire que ça c'est entre elle et moi, quoi. C'est notre dernier secret. Donc là, c'est ton premier épisode, t'es diagnostiqué 3-4 jours après par une personne de SOS médecin. Tu me dis à ce moment-là, t'entends pas particulièrement le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, il y a quand même beaucoup de choses liées aux funérailles de ma mère qui provoquent aussi quand même beaucoup d'émotions, tout ça. Le psychiatre qui me suivait à l'époque, de ce que je me souviens, pour pas dire de bêtises, mais ne voulait même pas que j'aille aux funérailles de ma maman. Et là, Michael, mon mari, a dit non mais ça c'est pas possible. Alors il a vraiment donné des consignes à Michael. Alors si vous voyez qu'elle commence à divaguer, à partir dans tous les sens et tout ça, vous lui donnez ça. Donc il a fait un peu mon docteur et je l'en remercie vraiment, même si c'était assez tendu entre nous à ce moment-là. Mais voilà, j'ai quand même pu aller aux funérailles, mais j'étais dans un état... J'ai fait une éloge funèbre, j'ai demandé, pour te dire, les phases d'hypomanie, j'ai demandé à une amie qu'elle me filme pendant les funérailles de ma mère, pendant que je faisais l'éloge funèbre. Voilà, j'ai 1 ou 2 ans après, 1 an ou 2 ans après, je lui ai demandé d'effacer ça, et puis je ne l'ai même pas regardé, parce que franchement, voilà, c'était vraiment un acte pas raisonnable, on va dire. Mais aussi, par exemple, je voulais faire venir France 3 pour venir filmer les funérailles de ma mère. Tu vois, voilà, c'est aussi ça, c'est ces choses qu'on a envie de faire pendant ces phases hautes, qui paraissent, qui sont complètement à ce moment-là mal placées, bien sûr. J'en suis consciente aujourd'hui avec le recul. Mais quand t'es dans le truc, t'es à fond dedans. Et pourquoi les médias ? Pourquoi moi je voulais joindre France 3 ? C'est parce que je suis une femme de médias. J'ai toujours travaillé dans la communication et les médias. Depuis toute petite, j'écoute la radio. Depuis toute petite, j'ai des magazines dans ma chambre. Donc tu vois, quand j'explique, quand on me demande ces phases hautes, pour moi, c'est une façon de mettre Cécile, comment elle est, exponentielle. Moi, j'ai peut-être une autre vision, un autre regard que la médecine aujourd'hui du trouble bipolaire aussi. J'ai ma vision à moi, j'ai mon regard. Et c'est celle-ci aujourd'hui que j'ai envie de cheminer. C'est comme si tes traits de personnalité étaient tout d'un coup décuplés. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est intéressant parce que ça montre aussi à quel point chaque personne qui vit avec un trouble bipolaire est différente, parce qu'au final c'est ce qu'elle va être elle-même, et ça va être peut-être renforcé, c'est peut-être pas le terme, mais ouais, décuplé, ou comme tu disais, de manière exponentielle. Ouais, c'est ça. Moi, typiquement, depuis que je suis toute petite, parce que je parlais beaucoup et on me disait « Cécile, tais-toi, tout le temps ». Ma mère, elle supportait pas, je coupais toujours la parole, je voulais toujours avoir raison. Et au bout d'un moment, elle en avait marre. Donc, c'était souvent « tais-toi ». Donc, tu vois, au bout d'un moment, tu te renfermes sur toi. Tu fais quoi ? T'écris. Parce que moi, je veux quand même communiquer, tu vois. Donc, j'écris beaucoup. Et moi, dans mes phases hautes, j'écris. Des fois, j'écris presque plus vite que la pensée. C'est impressionnant. Mes hospitalisations, à Belle Idée, il y a un tableau.
pour que les patients puissent s'exprimer. Moi, la première chose que je fais, alors j'espère que voilà, j'ai eu 2 hospitalisations à belle idée, j'ose espérer que je n'y retourne pas, mais ce tableau, il m'a permis, à moi et à d'autres patients que j'ai rencontrés, de m'exprimer, d'écrire, de dessiner. Voilà, donc même quand tu es dans ces phases, tu as un besoin fort, j'ai un besoin fort de m'exprimer, de dire des choses, mais qui parfois ne sont pas entendues parce que je ne suis pas connectée avec les gens qui m'entendent à ce moment-là. Je me permets de revenir un petit peu en arrière. Combien de temps elle a duré cette phase donc d'hypomanie, tu dis, suite au décès de ta maman? Alors déjà, je pense qu'elle a commencé avant le décès. Il y avait des prodromes, avant. Les prodromes, c'est ce qu'on a avant les symptômes. Beaucoup parler, écrire, tu vois, il y en a plein, il y en a une multitude, mais pour moi, ça a commencé déjà avant. Mais comme c'est la première fois, on ne sait pas, personne ne sait. Même mon psychiatre, il n'avait pas repéré ça avant. Pourtant, ça faisait 1 année qu'il me suivait quand même. Mais plus pour dépression, et j'ai fait un burn-out maternel. Voilà, donc il y a... C'est difficile de dire avant, mais c'est vrai que combien de temps, tu me demandes combien de temps, franchement c'est compliqué. Je documente beaucoup mes épisodes par des photos, tout ça, pour pouvoir faire un peu des choses. Si un jour je viens à témoigner plus que le podcast ou faire des conférences, j'ai des choses qui peuvent exprimer comment ça se fait. C'est compliqué parce qu'après on te donne aussi un traitement qui t'assomme. Et il faut savoir que je suis restée alitée des jours et des jours. Enfin, le médecin voulait que j'aille, je crois, en hôpital psychiatrique, mais je dis bien je crois parce que je te dis franchement, ce premier épisode, c'est un peu le blackout de ma vie. Et c'est arrivé suite au burn-out maternel aussi? Pour moi, c'est plus que le burn-out maternel, pardon. Ça remonte déjà à 2011 où je mets au monde mon premier enfant, où là, émotionnellement, tu prends une claque. Ton hypersensibilité, elle se révèle au grand jour. T'as un enfant quand même compliqué qui dort pas les nuits, donc je perds énormément d'heures de sommeil. Mon humeur, elle déjà... 1 année après Ilona, je fais une dépression postpartum, parce qu'il faut savoir que la dépression postpartum, c'est pas forcément 2 mois après l'arrivée du bébé, mais ça peut arriver 1 année après. Je perds une amie en 2012, je dois reprendre le boulot après le bébé, je pleure. Et puis il y a plein de choses. En 2014, je me fais licencier par une amie. Ça faisait 8 ans que j'étais son bras droit. Pour moi, ça a été un peu la claque de ma vie professionnelle. Mais ça m'a permis de pouvoir faire des allers-retours à Grenoble et profiter de ma maman. Du coup, j'en ressors aujourd'hui des choses positives, mais ça a été dur. Au retour de congé de maternité de ma 2e. Il faut savoir qu'en fait, 2 semaines avant d'accoucher de Valentine, ma 2e, en février 2014, ma maman, au téléphone, comme ça, j'étais dans la voiture, m'apprend qu'elle est condamnée. Super. Et le soir, je rentre à la maison, je dis à Mickaël, mais tu te rends compte, ma mère... En fait, Mickaël était au courant parce que ma sœur l'avait appelé et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On la protège, elle va accoucher, on peut pas lui dire. Puis en fait, je l'ai su. J'ai décidé de faire mon accouchement dignement, un bel accouchement. Ça a été épique, mais... Et c'est vrai qu'1 mois après, là, je me rends compte que je vais perdre ma mère. Là, c'est l'effondrement. Et là, je tombe en burn-out maternel parce que l'arrivée d'un 2e bouleverse tout. La grande sœur n'a pas accepté la petite sœur. La famille, tu vois, c'est un jeu de quilles. T'as un super schéma familial, ça fonctionne bien. Il y a un autre bébé qui arrive et tu lances, il y a tout qui s'éclate et tu dois tout remonter avec des tensions familiales, passer un décès, passer un licenciement, je suis au chômage. Et je pense que j'oublie plein de choses. Mais ça fait déjà beaucoup. Toutes ces choses cumulées, t'as l'impression que t'ont amené jusqu'au trouble. Il faut savoir, il y a beaucoup de documentaires en ce moment sur le burn-out parental, que 5% des parents peuvent déclencher une pathologie. Donc pour moi, c'est vrai que pour moi ça résonne.
Ah, on me dit souvent, mais est-ce que tu étais déjà bipolaire quand tu étais jeune, avant? Alors, bah voilà, hein, je peux me poser la question 10 000 fois. Bah, en fait, on sait aujourd'hui que, grâce au modèle biopsychosocial, qu'il existe dans le développement des pathologies des facteurs génétiques, comme les prédispositions génétiques, les facteurs sociaux, comme le contexte familial, scolaire, là typiquement peut-être l'accouchement, des nouvelles arrivées dans la famille, et puis après les facteurs psychologiques, l'estime de soi, la capacité d'adaptation, toutes ces choses. J'ai l'impression que pour toi c'est ce qui fait sens à ce moment-là, c'est qu'il y a un peu tout qui s'imbrique à ce moment-là et qui déclenche le trouble. C'est une belle lecture, je trouve. Maintenant, moi, je suis une personne qui a toujours... j'ai toujours envie de comprendre, tu sais. Pourquoi? Et pendant des mois, c'était... Mais pourquoi moi, je suis bipolaire? Pourquoi pas mon frère, pas ma sœur? Pourquoi moi? Puis en fait, ça fait presque du sens, parce qu'en fait, moi, je suis baignée dans le développement personnel depuis que je suis assez jeune. Très vite, j'ai compris que... tu vois, ma maman était malade alcoolique, donc voilà, on a vécu une vie chaotique en tant qu'enfant, les 3 enfants. Chacun, on a pris nos chemins. Moi, j'ai pris le chemin du développement personnel, ou j'aime bien le développement individuel plutôt. Donc quelque part, c'est une sorte d'éveil, on va dire, parce que j'ai envie de mettre un mot aussi positif sur la maladie, tu vois. Parce que quand pendant plusieurs années, t'es malade, c'est bon quoi. Je suis pas que malade. Hein. La maladie, pour moi, c'est le trouble bipolaire. Et d'ailleurs, on parle de trouble. Hein. Le trouble bipolaire, c'est un fragment de moi. C'est un fragment de Cécile. C'est pas Cécile dans son entièreté, hein, loin de là. Mais par contre, ça prend quand même beaucoup de place, encore aujourd'hui. Mais je fais en sorte de me créer un chemin plutôt vers le futur, vers l'avenir, parce que, tu vois, j'ai 2 pépettes derrière, et puis j'ai envie de leur donner une vie agréable quand même, avec une maman parfois instable. J'ai l'impression qu'aller justement sur ce chemin vers l'avenir et les projections, les projets, ce genre de choses, c'est aussi quand on sort de la question du pourquoi. Pourquoi moi ? Ouais, c'est juste. Mais moi, cette question du pourquoi, moi j'ai arrêté. Je vis le pourquoi. Et puis la réponse, elle vient en fait. Elle vient par les événements de vie, par les rencontres. Regarde notre rencontre aujourd'hui. Elle peut exprimer peut-être pourquoi j'en suis arrivée à avoir un trouble bipolaire. Et voilà, et puis... ouais, mais ce pourquoi, au bout d'un moment, c'est bon. Il existe 2 types de troubles bipolaires, voire 3, je crois. Ouais, voire 5. Ouais. c'est nouveau, 3 en tout cas pour moi, hein, ouais. Mais en tout cas, je connaissais les 2 autres types. Oui. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer un petit peu et nous dire avec lequel toi tu vis ? Alors, les expliquer, moi j'aime bien laisser les médecins parler de ça. C'est vrai qu'à l'unité du trouble bipolaire où je suis suivie à la rue de Lausanne, ils en parlent super bien, mais évidemment que je vais t'expliquer parce que j'ai appris. En fait, le trouble, alors moi je vis avec le trouble bipolaire de type 1. Le trouble bipolaire de type 1, c'est quand tu fais au moins une fois dans ta vie de bipolaire une phase maniaque. Type 2, c'est quand tu fais des phases plutôt d'hypomanie. L'hypomanie, on va dire, tu as la phase maniaque. Alors, les gens ne se représentent pas parce que c'est un podcast, donc ils ne voient pas tes gestes. Pardon. Donc, alors, la phase maniaque, c'est la phase haute, très très haute, vraiment... Le moment où on appelle France 3 pour... Ouais, même pas, ils m'ont même pas diagnostiqué le type 1 à ce moment-là. Hein. D'accord. Type 2 à ce moment-là. Mm-hmm. Pour moi, j'étais plutôt type 1, très honnêtement, avec le recul. Parce qu'à bout d'un moment, tu deviens expert de ton trouble, hein, clairement. Donc, comment expliquer sans les gestes que les auditeurs ne voient pas c'est vraiment le summum, quoi. On parle de maniaco-dépression, c'est vraiment... je sais pas, je pourrais donner plein d'exemples parce que j'ai vécu cette phase. Donc cette phase de manie, je l'ai déclenchée. Elle est arrivée en 2017. La nuit du 29 août 2017, après 8 semaines de vacances avec les pépettes,
où je suis partie en vacances toute seule avec elle, parce que Mickaël travaillait. Voilà. Donc très chargée, super chargée. J'avais déjà fait 2 épisodes en début d'année, janvier-février, mais aux urgences psychiatriques, ils m'ont renvoyée à la maison. Soi-disant, je maîtrisais bien la phase d'hypomanie. L'hypomanie étant celle en dessous de la phase de manie. On pourrait dire moins grave, pour moi c'est loin d'être moins grave. Ça peut être très grave aussi, vraiment. On va dire que c'est peut-être au niveau de l'intensité. La phase maniaque, elle est ultra intense. C'est effectivement là où, très souvent, quand on parle des peintres artistes, c'est là où ils font leurs plus grandes œuvres. Et ça, c'est des choses dont les psychiatres et les psychologues parlent de plus en plus. Van Gogh, la journée du trouble bipolaire, elle se place le 30 mars, parce que c'est la date de naissance de Van Gogh. Apparemment, Van Gogh était bipolaire. Il y a des doutes, j'ai regardé pas mal de reportages, mais bon, voilà, on n'était pas sur place, voilà, mais il a fait des séjours en asile psychiatrique à l'époque, hein, et en sortant de psychiatrie, c'est là qu'il aurait créé vraiment ses œuvres, son œuvre, voilà. Et je pourrais donner plein d'exemples parce que j'ai séjourné en hôpital psychiatrique, j'ai rencontré des génies, franchement. J'ai rencontré des gens d'une intelligence incroyable au niveau émotionnel, au niveau... Enfin, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc cette phase de manie... c'est vrai que rien que d'en parler, c'est vrai que l'émotion, elle est forte parce que c'était c'était une période où personne m'écoutait à la maison, tu vois. Je donne des exemples, j'aime bien faire des séances de famille, tu vois, pour dire ce qui va pas, améliorer, tout ça, mais bon. Puis j'étais en recherche de travail, donc beaucoup de frustration, plein de choses. J'étais fatiguée, éreintée, tout ça. Puis le jour... il y a la rentrée scolaire, le lundi, puis là j'étais déjà chantée, mais je me sentais super bien. Puis comme c'était vraiment le 3e épisode, je dis bon, c'est bien, je reste comme ça, c'est top. Mais le comme ça, il peut aller très vite, il peut très très vite aller dans la fulgurance, si tu veux, tu sais, un cheval au galop qui s'arrête jamais, quoi. Et ce jour-là, justement, je fais une séance d'équi-coaching. Qu'est-ce que c'est ? L'équi-coaching, c'est une thérapie avec le cheval. C'était parce qu'on avait fait une journée avec toute l'équipe, les enfants et tout ça, à Bellevue, où ils travaillent avec des enfants autistes et tout ça. Et puis la personne m'a dit viens faire un essai. Donc c'était une semaine voilà, pour moi, une journée pour moi. Les enfants étaient aux cuisines. Et en fait, ça m'a réellement donné des ailes parce que il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. J'étais déjà très rapide, hein. J'étais beaucoup dans l'agitation, je parlais beaucoup, je voulais faire plein de choses, je faisais du bénévolat, enfin j'arrêtais pas. Et puis à un moment donné, si tu t'arrêtes pas, tu continues. Mais quand tu continues, tu peux aller très loin. Et du coup, le midi, après cette séance avec le cheval, je propose à mon mari... d'aller manger ensemble et tout ça, puis là on mange ensemble et puis on était sur un petit projet qu'on organisait, tout ça, puis j'écrivais, puis je parlais, puis il me fait mais c'est pas possible, là de nouveau t'es parti, t'attends 30 idées minutes, puis là tension, tu sais, puis la tension elle crée c'est énervant, tu vois, on est parti fâchés, enfin voilà, et puis là je me souviens plus pendant plusieurs heures. Je sais que je vais chercher ma fille à la garderie, mais que lui, il vient quand même chercher aussi... il me rejoint à la garderie parce qu'il a senti que là, ça allait un peu loin. Et puis à la maison, le soir, c'est parti en cacahuète totale, parce qu'en fait, j'étais impressionnée de la rapidité à laquelle allait mon cerveau. C'est connu dans ces phases d'hypomanie et de manie. Tout va très vite, tout s'accélère et tout ça. Puis moi, j'étais waouh! Puis en fait, plutôt que d'aller voir des psychiatres, je voulais aller voir des neurologues, tu vois, où je voulais combien on a de pensées par jour et tout ça, parce que je faisais des formations sur le cerveau et tout ça, donc ça me passionnait, tu vois. Donc forcément, quand je dis que ça, tu vois, ça, voilà. Puis là, mon mari, il me dit, écoute, t'as qu'à aller le montrer, ton cerveau t'as qu'à aller à l'hôpital.
Je suis allée m'enfermer dans la chambre. J'ai respiré. Et puis j'ai décidé de partir. J'ai dit au revoir à mes filles. Je pense que là, elles s'en souviendront toute leur vie parce qu'il paraît que je leur ai dit, je m'en souviens pas, mais tu vois, en préparant un peu l'interview, je replonge un peu dans mes épisodes et je me baisse vers elles et là je leur dis je pars en voiture, si je reviens pas, tant pis. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, mais je travaille dessus et je les laisserai pas avec ça toute leur vie. Hein. Mais voilà. Et là, je prends ma voiture, donc en pleine, ce qu'on appelle la décompensation. C'est-à-dire le moment où tu peux plus contrôler. Là, c'est le moment où je prends la voiture pour aller voir mon médecin qui ne nous répondait pas. Donc tu t'énerves. Et puis, je vais vers le cabinet médical, à Honnay, et les portes se ferment, passé 18h. Mais tu t'énerves. Ça monte. Donc je vais aller au HUG. Et à un moment donné, tu sais, je conduis. Et là, tu te dis, mais il y a quand même des fois... Je sais pas. Je vois Évian. Et je fais, non, mais je dois pas aller chez papa, là. En fait, mon esprit, je sais pas qui, voulait aller chercher la sécurité chez mon père. Et ton père habite à Évian? Mon père habite à Messery, en France. Mais c'est direction Évian. Et quand même, malgré mes phases de manie ou d'hypomanie, j'ai quand même une chose que j'ai, c'est le raisonnement ou la raison. À ce moment-là, encore. Et je vais aux urgences psychiatriques, et là, il y a tellement de choses qui se passent. J'essaye de joindre mon psychiatre qui me répond pas, ça m'énerve, je comprends pas pourquoi il me rappelle pas. Et là, j'ai une amie qui débarque. Parce que Mickaël, s'occupait des filles, il est juste venu chercher la voiture. Et là, c'est un peu le film, quoi. T'es aux urgences psychiatriques, et puis il y a du monde, et puis toi t'es là, et puis tu penses à tes trucs, tu veux faire une conférence de presse. Ah tiens, tu veux faire une conférence de presse sur plein de choses, mais sur la génétique, ou parce que à ce moment-là, il faut savoir un truc, t'es vraiment en surefficience. Hein. C'est vraiment un truc incroyable. Tu comprends vraiment des choses, t'as accès à des choses. Mais la copine arrive, mais alors Cécile, puis elle m'a un peu canalisée, tout ça. Puis je vois un médecin, et puis là, c'est un Québécois, un jeune Québécois très sympa, mais ce qui est un peu compliqué quand tu arrives en urgence et en crise, c'est que les psychiatres qui te voient, ils te voient en crise. Ils te connaissent pas, et puis toi tu sors tes trucs que tu connais et tout ça, mais donc c'est compliqué l'urgence en psychiatrie. Mais je me pose la question, parce que toi tu te rends là-bas, à la base c'est pour aller faire vérifier ton cerveau, c'est ça? Ou il y a quand même une part de toi qui connecte avec le fait que tu es en crise et que tu as besoin d'aide? Les deux. Les deux? Je pense vraiment les deux, mais le plus, à ce moment-là, c'est... Pourquoi on vient pas regarder mon cerveau Mais je trouve hyper puissant cette image. Je sais pas pourquoi, parce que ce que je trouve hyper puissant, c'est que tu te rends quand même sur le lieu où tu peux être accompagné pour ta crise. Donc pour moi, il y a quelque chose incroyable, presque instinctif comme ça. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Ouais. Dans cette période de vie, t'avais déjà bien entendu que tu vivais avec ce trouble? Non, c'était moyen quand même. Ça faisait combien de temps qu'on t'avait 2 ans. Ok. 2 ans, et avec les médocs, les neuroleptiques, ça te shoot, hein. T'as Donc plus c'était d'émotions, c'est horrible, quoi. Donc au travers de ces 2 ans, c'était pas encore tout à fait assimilé? C'était assimilé dans le sens, d'une part, où j'enquêtais, je suis allée chercher, j'ai regardé des tonnes de documentaires sur le trouble bipolaire, et tatati et tatata, mais... Quand t'es bien comme ça, t'as plus envie d'y croire, effectivement. Tu te dis, c'est bon, c'est loin avec, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des phases aujourd'hui? Parce que je crois que tu me disais avant que ça faisait 9 ans maintenant que tu vis, ou 7 ans? 7 ans. 7 ans, pardon, avec ce trouble. Est-ce qu'il y a encore des phases aujourd'hui où tu n'y crois pas? Où tu remets en question le diagnostic? Alors, j'ai voulu remettre en question le diagnostic. Non, aujourd'hui, il fait partie de ma force, en fait, ce trouble.
Sans ce trouble, j'aurais jamais pu enquêter sur la Cécile d'aujourd'hui. Parce que la maladie, elle nous oblige à enquêter sur nous-mêmes. C'est clair, je veux dire, la maladie, elle n'est pas là pour rien. Tu sais, pour moi, dans la vie, tout a une raison de naître. Et la maladie, elle est là aussi. Mais voilà, il n'y a pas que la maladie, mais... voilà, mais c'est vrai que... Puis ça passe aussi par plein de choses. Hein. Quand t'es pas bien, bah, tu te dis puis quand t'es bien, tu te dis chouette, je serai plus jamais comme ça. Puis en fait, chaque crise, elle apporte quelque chose de nouveau. Une crise en soi, elle est là pour faire bouger les choses. Et c'est vrai que t'as moins évoqué les périodes de dépression. Donc ça, elles sont systématiques après les moments d'euphorie, d'hypomanie ou de manie. Selon les médecins, on va dire, c'est assez systématique. On dit par exemple que après une phase maniaque, on fait une dépression sévère. Moi, j'ai pas fait du tout de dépression sévère après ma phase de manie. J'ai fait des déprimes, mais très honnêtement, pourquoi ? Parce que j'ai fait en sorte de faire du sport rapidement, de faire en sorte de me lever rapidement, de bouger, d'être dans l'action. Mais dans certaines phases d'hypomanie, typiquement la première, après le décès de ma mère, là j'ai fait une dépression sévère qui m'a même menée à des envies de suicide, quoi. Et en 2017, pareil, j'avais plus de sens à ma vie, je trouvais pas de boulot, j'avais 2 gamines, j'étais tout le temps à la maison. Quand tu te retrouves mère au foyer, quand c'est pas un choix, je t'assure, c'est compliqué. C'est un duel, c'est un duel avec tout le monde, avec toi, avec les enfants, avec l'entourage. C'était dur. Et du coup, j'ai perdu le fil. Du coup, tu disais, t'as pas forcément eu de dépression sévère après ce premier épisode, parce que typiquement, tu faisais du sport, tu te levais tôt le matin, tout ça. Moi, j'ai quand même envie de te dire, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qui vient... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été conseillé ? Alors, dans mon parcours avec ce trouble, et puis dans mon parcours tout court, le sport fait partie de ma vie. Ma maman était une super grande sportive. Ils sont arrivés dans la région parce qu'elle faisait du basket, elle a fait du tennis, ça fait partie de notre vie, le rugby dans sa famille. Mon papa qui a travaillé 28 ans pour le SFC, tout ça. Moi, je faisais de la danse, j'ai fait un peu d'équitation petite. Et puis, voilà, j'aime bien faire plein de choses. Là, je me remets un peu au tennis, au ping-pong. Et là, c'est vrai que je parle, dans la Cécile d'aujourd'hui, je parle de mon socle. J'ai créé un socle. On m'a aidé. Je me suis créé un socle. Et là, le sport en fait clairement partie. Avant, je faisais du sport, cross-training, tout ça, mais j'avais pas de régularité. Et là, j'ai rencontré un coach en cours collectif. Et une fois, tu sais, quand j'ai regardé mes factures de l'assurance, psychiatre et tout, puis je vois tout ce qui est dépensé, voilà, j'ai dit, mais Cécile, je suis à l'AI au jour d'aujourd'hui. L'AI, c'est l'assurance invalidité en Suisse. Exactement. Ça a été 4 ans de procédure, c'est un dossier assez lourd. Voilà. Du coup, j'ai eu une petite enveloppe et je me suis dit, avec cette enveloppe, avec ce capital, je vais investir en moi. Donc, j'ai fait venir Morgane et on fait du coaching privé 2 fois par semaine. L'objectif premier qu'on s'est donné, c'est réguler l'humeur. C'est pas la perte de poids, c'est... Et on fait un boulot, ça fait 7 mois maintenant. Mais c'est juste... Voilà, c'est génial. C'est magnifique, mais du coup, Morgane est quelqu'un de sensible à la santé mentale. Il est sensible au bien-être des gens, surtout. Il se trouve qu'il a travaillé aussi une période de sa vie en hôpital psychiatrique, qui fait que, quand on a commencé à parler, parce que j'ai voulu être transparente avec lui, voilà, il y a des connexions qui se sont faites, et encore pas plus tard que ce matin, on a parlé de choses et d'autres, et puis pam, et puis du coup, voilà, c'est chouette, on fait une belle équipe. C'est plus que mon plaisir, c'est... Comment dire, tu sais, quand t'es sous traitement, là je suis passée au lithium il y a 1 année et demie. Bon,
certes, ça fait ses effets positifs. Il n'y a pas de... Mais ça fait pas tout. C'est pas, pour moi, c'est pas un traitement qui va réguler une humeur. Non, j'y crois absolument pas. Les neuroleptiques, par exemple, pour moi, ça masque justement les émotions. Donc moi, comme je suis une hypersensible, mes émotions, j'en ai besoin parce qu'elles viennent me raconter une histoire et elles viennent parler après. Avant, tu nommais le fait d'avoir créé un socle. Tu parlais donc du sport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce socle? Il y a des amis qui sont loin ou pas loin, mais qui sont toujours là. Pas quand j'en ai besoin, mais elles sont là. J'ai une amie que j'ai rencontrée quand j'étais enceinte d'Ilona, la première. Elle est plus jeune que moi, mais c'est un peu comme ma petite sœur, quoi. Puis alors elle est venue me repêcher, tu vois, vraiment... elle est venue me repêcher. Et je veux vraiment le dire, elle m'a relevée, quoi, avec mes filles. Des fois, elle venait, quand t'es pas bien, s'occuper des enfants, mais c'est terrible, tu peux pas. Et alors, elle venait prendre les filles, elle allait les faire sortir. Voilà. Puis elle est toujours là. On fait du sport aussi ensemble de temps en temps. J'ai mon équipe de soins. Je suis donc suivie à l'unité des troubles de l'humeur au HUG. Donc hôpitaux universitaires de Genève. Voilà, qui est une unité qui est à la rue de Lausanne. Ça a été dur d'y rentrer parce qu'ils avaient perdu mon dossier, tout ça. J'ai pas intégré cette unité tout de suite après mon diagnostic. Ça a pris du temps pour plusieurs événements, parce qu'avant j'étais suivie par un psychiatre privé et on a fait le choix ensemble de se séparer. J'ai eu plusieurs psychiatres. Voilà. Et j'ai une psychiatre depuis maintenant, je pense, 2 années largement. Ça passe bien. Elle m'écoute et elle m'entend. Elle te suit dans cette unité? Oui. Ok. Oui. Et j'ai intégré cette unité en 2018, d'abord, avant la psychiatre, pour suivre le groupe Bauer. Bauer, c'est un psychiatre américain qui a créé un programme avec une infirmière. Et les HUG ont mis en place ce groupe Bauer, qui est en deux... Le Bauer 1, où tu revois tous les symptômes, des crises maniaques, hypomaniaques, c'est quoi une dépression, blablabla. Donc c'est vraiment théorique. C'est ce que j'allais dire, c'est très théorique. Et très souvent, t'es là, après un épisode, donc voilà, c'est pas top, mais c'est déjà bien. Et il y a le Bauer 2. Le Bauer 2, c'est un groupe de parole, où tu te retrouves avec des personnes qui ont aussi un trouble bipolaire, un trouble de l'humeur, des hommes, des femmes, qui est animé par 2 infirmiers, dont mon infirmier référent que j'avais rencontré au Bauer 1. Et quand j'ai intégré vraiment, quand j'étais suivie par un psychiatre à cette unité, je suis assez têtue, mais comment dire, j'ai fait un peu des pieds et des mains pour qu'il soit mon infirmier. Et c'est mon infirmier, on a une collaboration extraordinaire, vraiment, c'est un complément au psychiatre. Mais le groupe Bauer permet de définir des objectifs. Depuis 2017, hors HUG, hors psychiatrie, la personne qui m'enseignait la méditation, je m'étais initiée à la méditation, m'a grandement conseillé, quand il a vu mon profil, d'aller voir une psychologue de lettres, kinésiologue, et qui chez moi fait office de coach parental. Faut savoir que le 2 avril, alors, donc c'est compliqué peut-être au niveau des dates, je sais que c'est, mais le 2 avril 2017, donc avant mon épisode de manie, j'étais au plus bas que j'avais envie de me suicider. Avec mon mari et mon beau-père, on avait organisé une chasse aux œufs avec les enfants dans une maison, je sais plus, c'était à Gentot. Puis tu sais, t'es là avec tes lunettes noires parce que tu veux pas qu'on te voit avec tes yeux tristes et tout ça. Puis tu regardes tes 2 gamines, puis tu dis, c'est no way, quoi. C'est interdit, tu peux pas faire ça. Tu te relèves maintenant. Et il m'avait déjà parlé de cette femme, c'était fin 2016. Ça a pris le temps, mais j'ai décidé de prendre contact avec elle. Et le 13 avril 2017, à l'aube de mon anniversaire, j'ai ce premier entretien.
Et depuis, c'est c'est une fois toutes les 2 semaines. Il y a tellement de mots positifs pour décrire cette thérapie, ces échanges à travers elle, grâce à elle. Je suis vraiment, grâce à tous, mais c'est vrai que voilà, elle m'ouvre à être Cécile. Quand je rentre dans son cabinet, je suis pas Cécile qui est malade. Hein. Je suis Cécile avec ses spécificités, Cécile avec ses qualités, ses défauts, ses coups de moins bien, ses coups de bien, ses envies, ses projets qu'elle a envie de faire, d'écrire un livre, de ci, de ça. Et elle m'y autorise. Grâce à elle, je peux m'autoriser à être celle que je suis aujourd'hui vraiment. Dans ce socle, il y a mon compagnon, qui lui est vraiment un regard bienveillant. Il me soutient quand je parle d'interview. Il sait que j'aime parler, donc pour lui, il me soutient vraiment dans ses projets. Alors j'entends que c'est pas évident d'être le compagnon ou la compagne d'une personne qui a un trouble psychique. Ceci dit, pareil quoi. Quand on s'est rencontrés, j'ai pris parti de pas tout de suite dire que j'avais un trouble bipolaire. Tu penses bien, c'est pas quelque chose que tu as envie de dire. On a appris à se connaître. Et puis une fois, on a parlé comme ça de troubles, mais voilà, il est toujours là. Et quand j'ai fait ma décompensation en mai 2020, la veille du déconfinement, j'ai décompensé. Tu vas rester enfermé tout ce temps avec les gamines, le stress, les ci, les ça, le décès du grand-père. De nouveau, ça fait beaucoup. Une formation en cours et tout. Et puis là, j'ai décompensé. Puis je suis allée chez lui. Je me suis dit, dans la voiture, je me suis dit, Cécile, tu fais quoi? Tu vas direct aux urgences. Parce que je sentais que je décompensais. Tu le sens, au bout d'un moment, tu sais, hein, le rythme cardiaque s'accélère, ça s'arrête pas, malgré les neuroleptiques. Puis je suis arrivée chez lui, tout ça. On s'est posé, je lui ai expliqué un petit peu ce qui se passait. Et puis, dignement, vraiment dignement, il m'a accompagnée. Il m'a accompagnée jusqu'aux urgences psychiatriques, donc au HUG, hein, où là, j'ai dû faire un test pour le Covid. Tu vois, on était encore en période... Et puis là, j'étais en hyperactivité, ça n'arrêtait pas. Je voulais de nouveau faire des projets, écrire des livres, et patati et patata. Et puis, le pauvre, je le voyais un peu, mais il était là. Et puis, c'est lui qui m'a emmenée en pleine nuit à Belle-Île, à l'unité des glycines 1, où on t'accueille quand tu es en crise. Je suis vraiment consciente que ça n'a pas été simple. Mais voilà, il est revenu 2 jours après, il est toujours là, et c'est un bel acte d'amour qu'il a fait, vraiment. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs et auditrices? Parce que c'est vrai que tu nous donnes un peu plein de clés qui te permettent à toi d'avancer avec ce trouble. Tu parles, il y a le sport, il y a l'entourage psy, le groupe de parole, d'être entouré aussi par des personnes bienveillantes comme ton conjoint, ton ami, tes amis. Je sais pas, moi j'avais entendu aussi par exemple tout ce qui est d'éviter les stress, de bien prendre son traitement. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des choses un peu à rajouter ou t'as l'impression d'avoir dit un peu, transmis les messages pour les personnes qui t'écouteraient ou qui vivent aussi avec ce trouble Je pense que j'aurai encore 3 jours où je pourrais parler. Hein. Effectivement, tu parles du stress. Il faut savoir que le déclencheur d'un épisode, qu'il soit dépression ou de manie, d'hypomanie, c'est le stress. Et le stress positif peut déclencher une phase haute. Donc, ce que je peux conseiller, c'est juste d'apprendre à se connaître soi. Et parce que ce qui, moi, va me stresser, ça va peut-être pas te stresser. Le stress, on le vit pas tous de la même façon. Je disais tout à l'heure que j'étais hypersensible. Donc, si tu veux, l'hypersensible, il a une intensité plus. Donc, il va avoir des besoins plus. Donc, il faut apprendre à se connaître dans ce trouble. Et puis, pour en faire quelque chose de composé avec tout ça, parce que c'est vraiment pas agréable. Hein. C'est vrai que des fois, je me faisais encore la réflexion, c'est quand même plus désencombrant qu'encombrant. Hein. C'est plus... on est plus dans l'inconfort.
j'ai l'impression. Parce que ces phases où t'es bien... la voie du milieu, voilà. Moi, pour l'instant, je suis dans la voie du milieu, parce que mes phases hautes, maintenant, je les anticipe. Je vais en clinique privée. Il faut savoir que ma deuxième hospitalisation à Belle-Idée, elle m'a permis d'avoir un lit à la clinique du Grand Salève, qui est la petite sœur de la Métairie. J'avais fait déjà une demande de lit là-bas, mais mon assurance n'avait pas signé la convention. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une clinique. Une clinique privée, c'est quand même plus agréable pour une maman avec 2 enfants, je peux te dire, que d'être en hôpital psychiatrique. Et donc, tu peux avoir accès à la clinique privée tout en payant des assurances maladie qui ne sont pas privées ? Alors moi, j'ai une assurance semi-privée. Semi-privée. Mais je suis toujours en chambre seule. Voilà. Donc t'anticipes maintenant, tu dis. Ah oui, j'anticipe et je connais mes signaux. Je fais appel, j'appelle mon infirmier des fois. Je lui envoie un message, je lui dis voilà, il y a ça, j'ai failli avoir un accident, j'ai pris ma réserve, mais et puis on se parle, tu vois. Il y a une communication. Il y a une communication, une collaboration. Donc le traitement, il est important, mais il calme pas tout. Le traitement est important. J'ai joué avec les traitements. Une fois, j'ai arrêté mon neuroleptique, mon Seroquel. J'avais des doses très hautes. Voilà, ça m'a valu la phase maniaque, typiquement. Et je pourrais, là, les traitements, on pourrait faire un podcast que là-dessus. Hein, mais en tout cas, ça semble être une base. Alors, j'ai décidé, ça a mis du temps, vraiment du temps, parce que quand tu tapes lithium, tu sur Google. Mais un jour, tu sais quoi, j'ai tapé lithium et neuroleptique, antipsychotique. Hein. Puis j'avais les 2 pages, puis ça fait son chemin. J'ai ma tante, tu parlais de terrain génétique, ma tante qui a un trouble bipolaire, la petite sœur de ma maman, avec qui j'ai eu vraiment un téléphone une fois, et elle m'a parlé du lithium. Elle me fait, mais tu sais ma puce, vraiment c'est bien. Puis à un moment donné, on apprend par l'expérience. Hein. Si j'essaye pas, donc j'ai essayé. Avec ma médecin, on a vraiment fait un travail de sevrage du Seroquel, tout en intégrant le lithium. Et tu fais des prises de sang toutes les semaines au début. Et je suis tolérante au lithium. Par contre, je suis un petit peu en bas. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un état dépressif, il y a quelques jours. Et c'est vrai que ma psychiatre, quand je te dis vraiment la collaboration, le socle, pour moi c'est primordial. C'est ce que je conseillerais aux auditeurs. Elle me dit, Madame Caron, vous êtes toujours dans cette sous... Puis elle avait envie de me conseiller d'augmenter le lithium pour être plus confortable avec ces hauts, ces bas que j'ai tout le temps en fait, parce que l'hypersensible, il vit les choses intensément, tellement intensément que voilà. Puis quand t'as la pensée en arborescence, ça c'est un autre sujet aussi, mais c'est un sujet qui pour moi fait partie intégrante de moi, et c'est aussi important que les auditeurs entendent que voilà, ce fonctionnement, cette surréflexion, elle n'a pas que des avantages, elle a beaucoup d'inconvénients. Et on en parle de plus en plus aujourd'hui, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais j'ai échangé avec ma psychiatre et je lui ai dit, mais j'ai pas envie d'augmenter le lithium, docteur. Vous savez ce que j'en pense ? Pour moi, c'est pas ça qui va régler le bobo que j'ai là depuis 10 jours. Parce que le bobo, au fond de moi, je savais très bien ce que c'était. Hein. Je me mettais des œillères, mais c'est des filles, c'est ci, c'est ça. Non. Et j'étais au creux, vraiment du bobo, que j'ai travaillé avec ma psychologue. Et en une séance, voilà. Le lendemain, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai pu exprimer mes besoins, j'ai pu exprimer mes frustrations. Mais je t'assure, je suis nettement mieux, quoi. Si j'avais pas fait ça il y a quelques jours, peut-être je serais pas super bien pour faire le podcast aujourd'hui. C'est ça le trouble bipolaire aussi, c'est que voilà. En tout cas, on oscille vraiment avec cette humeur. Je trouve que tu montres vraiment le besoin qui est d'être accompagné et entouré. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je sais à quel point il y a énormément de gens qui ont des troubles et qui sont seuls, soit parce qu'ils n'osent pas l'exprimer, parce qu'on vit dans un contexte de société validiste qui a du mal à entendre, à réceptionner, qui est très jugeant, qui est discriminant.
Donc il y a aussi un énorme sentiment de solitude. Ça me fait penser aussi là tout d'un coup au confinement, ce genre de choses où on n'a pas forcément pensé à la santé mentale des gens. Et toi, dans ton discours, il y a vraiment il y a du monde. Il y a du monde avec toi et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir le nommer et que les personnes qui se sentent dans une situation qui pourrait être similaire puissent l'entendre aussi. Et c'est important de se créer, d'avoir des alliés en fait autour de soi. Le mot allié, il est juste. Il est juste. Tu parles du confinement, j'avais quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Tamara. Le confinement, quand tout ça est arrivé, moi j'étais en phase où j'avais envie de faire un projet, parce que j'avais une demande à 50% à l'époque à l'AI, et j'avais envie d'être consultante, et puis tout ça, j'étais en train de faire avec le chômage une formation. Donc c'était du boulot, tout ça. Il y a eu énormément de stress. Ma peur, mon angoisse de ce confinement, moi c'était pas d'avoir le virus, c'était de me retrouver seule, enfermée avec mes 2 gamines. Ça, c'était l'angoisse. Et d'ailleurs, ça a été compliqué. Pour tellement de parents, j'ai envie de te dire. Et là, t'as dit quelque chose d'intéressant. On ne pensait pas à la santé mentale. Moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que j'avais du recul. Et pour te dire, j'avais commencé à écrire un mail au professeur Aubry, qui était le responsable à l'époque de l'unité des troubles de l'humeur à la rue de Lausanne. C'est un monsieur que j'aime beaucoup suivre, il fait des conférences, vraiment, j'aime beaucoup ce professeur. D'ailleurs, je l'ai rencontré. Et j'ai commencé à lui écrire un message, je t'assure, pour lui dire que j'avais peur de la santé mentale des gens qui étaient vulnérables. Dont la tienne. Dont la mienne. Évidemment, parce que je chantais, que ça commençait à... J'ai pas envoyé le mail parce que je le connaissais pas, j'ai pas osé, je me suis dit il va se dire mais c'est qui celle-ci, alors que je lui avais déjà écrit un courrier quand j'étais en bas de ma phase maniaque, quand j'étais validée, mais bon voilà, c'est tout ça, c'est des choses et des liens, tu sais. Mais la preuve, depuis le Covid, il n'y a pas un jour où tu ne trouves pas un article sur la santé mentale, sur les troubles, que ce soit, mais pas n'importe lesquels, parce qu'on ne peut pas dire n'importe, je m'excuse du mot, c'est sur les troubles, quels qu'ils soient. Toi, tu témoignes aussi d'une chose qui est quand même très peu connue. Moi, je ne connaissais pas, pour te dire. Et oui, on parlait, oui, après, chacun sa voix et chacun sa façon d'en parler. Tu parlais de la difficulté pendant le confinement aussi d'être quotidiennement que avec tes filles et enfermée à la maison. Tu sais que le sujet de la parentalité me touche particulièrement, vu qu'avec Mathilde Baudy, on a écrit un livre qui s'appelle « Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois ». Et donc toi, tu as ces 2 filles. Est-ce que tu leur nommes la maladie ? Aujourd'hui, je la nomme. Quand je suis tombée malade, moi, j'étais pas apte à leur expliquer quoi que ce soit. Par contre, elles ont vécu. Elles m'ont vue dans des états de fulgurance, d'excitation, d'agitation. Tu sais, des fois, tu te retrouves, je sais pas, à chanter, ou de dépression. Et puis là, t'as qu'une envie, c'est rester au lit, quoi. Elles l'ont vécu, mes filles, elles le vivent de moins en moins, parce que je fais en sorte que ça n'arrive plus, j'espère, j'aimerais bien. Parce que le pouvoir des mots est tellement important aussi dans nos pensées. En tout cas, je fais en sorte d'avoir une vie correcte, quoi, en tout cas, et pour mes filles aussi. Mais des fois, c'est pas facile, c'est sûr. Et c'est vrai que quand j'ai fait l'interview pour la RTS au mois de mars, je leur en ai parlé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas comment mon mari à l'époque et mes beaux-parents ont transmis ça à mes filles. Moi, j'étais pas là, j'étais absente. J'étais dans la pièce, mais j'étais couchée. J'étais... c'est limite un légume, très, très honnêtement. C'est terrible comme image, mais c'est l'image qu'elles ont eue. C'est l'image qu'elles ont eue. J'étais auto-hospitalisée 2 fois, en fait, à la maison, pour pas aller en hôpital psychiatrique, pour pas être séparée d'elles. C'était un choix avec ma belle famille et tout ça. Bon.
Puis après, il y a eu l'hospitalisation, donc il y a eu les séparations. Elles sont venues me voir à belle idée. Donc elles l'ont vécu dans leur chair, quoi qu'il en soit. Mais elles l'ont vécu dans leur chair, et puis elles ont leurs souvenirs. Et donc, quand j'ai fait cette interview pour le podcast Point J pour la RTS Info, je leur ai parlé de l'interview et ce souhait de vouloir parler du trouble bipolaire. Et puis 3 jours après, t'as ma petite de 8 ans, j'étais là, elle était là, elle me fait « Mais maman, toi t'es bipolaire, mais est-ce que moi je vais être bipolaire ?» Et tu sais, tu t'y prépares, et puis quand ça vient, tu te dis Et question ultra sensée de sa part. Ah ouais, non mais bon, j'ai deux filles extraordinaires. Mais ouais, c'est... Ouais, après, comme me disait, tu sais, ma plus grande peur que j'avais au début de ce trouble, quand j'ai intégré l'unité pour le Beau-Rhin, j'ai l'infirmière à l'époque qui est maintenant à la retraite, je lui disais, mais j'ai tellement peur que mes filles soient aussi bipolaires. J'ai peur. Puis elle me dit, mais c'est pas une obligation déjà, ça ne se transmet pas. Il y a un terrain génétique, mais moi j'ai des amis qui ont leur mère qui est un trouble bipolaire et qui sont pas bipolaires. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. J'étais en train de dire quoi. Voilà. Et elle me disait, et quand bien même, Cécile, si un jour vous avez une fille qu'on diagnostique avec ce trouble, vous allez être la première à pouvoir intervenir, à pouvoir conseiller, à pouvoir accompagner. Alors maintenant, je me suis détachée de cette peur et puis je vais sur d'autres terrains parce que j'ai 2 gamines qui sont hypersensibles. Donc je travaille plutôt sur ce terrain-là et j'essaye de leur donner un peu un mode d'emploi, leur mode de fonctionnement et apprendre à déjà être dans la connaissance d'elles-mêmes. Et est-ce que ça t'aurait aidé, toi, un outil comme un livre à l'époque pour nommer avec elle mais clairement. La maladie? Mais j'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs. Et quand j'ai vu ton projet et que je me réjouis vraiment d'avoir ce livre entre les mains, je trouve absolument génial. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux enfants des simplement choses. Et surtout simplement, je trouve. Ouais, simplement et justement. Et est-ce qu'il faut leur dire ou pas leur dire? Est-ce que... après, ça dépend de chaque schéma familial aussi. Moi, je pense que... Elle disait au début, mais maman, elle a mal à la tête. C'est quand même plus... Mais voilà, alors aujourd'hui... si elle me pose des questions, je vais leur répondre. Voilà, on se vit les unes les autres. Donc, j'ai envie de dire... Ouais, mais ton livre, c'est un projet qui est magnifique et vraiment, j'ai envie de le porter et de communiquer sur ce projet parce que ça va, je suis sûre, aider plein de familles. Merci. Est-ce que, je sais pas si tes filles, peut-être elles écouteront un jour ce podcast, est-ce que tu souhaiterais leur faire passer un message? Déjà, il y a un message que j'aimerais faire passer, c'est que grâce justement à ton livre et à ton parcours, puisqu'on a quand même un point commun, même si on ne l'a peut-être pas évoqué dans le podcast, pour moi, t'es le regard, comment te dire, t'es le regard de mes filles. Tu vois, mes filles, j'ai envie de leur dire, voyez, vous pouvez réussir dans la vie, malgré les complications, malgré les obstacles, mais comme une cavalière, on y va calme, droit et en avant. Et cette rencontre, elle m'a fait prendre conscience que je pouvais aussi outiller mes filles pour qu'elles réussissent et qu'elles ne soient pas dans ces schémas, tu vois, d'insécurité et tout ça. En tout cas, je fais en sorte pour les accompagner au mieux, vraiment. Et le message que j'aimerais leur faire passer, c'est ma dose, quoi. C'est ma... Elles sont mon booster, même si parfois elles me pètent les bonbons et que des fois je suis un peu, c'est vrai, pas très sympa avec elles. Parce que tu sais, quand tu es dans certaines phases, il y a des phases impulsives et je vois leurs yeux des fois, c'est pas possible, mais à travers leurs yeux, maintenant je peux aussi me repérer dans les épisodes. Enfin, dans les épisodes. Et c'est joli parce que t'es connectée à leur regard quand même. Mais clairement,
Ouais, c'est ça. J'ai quand même envie de raconter quelque chose qui m'a fait prendre conscience en février 2021, de faire une hospitalisation programmée. C'était lourd, fin d'année, février c'est toujours très lourd émotionnellement pour moi parce que c'est la naissance, le décès, plein de choses. Donc quand même au niveau, il y a des choses qui se passent, mais maintenant j'anticipe, tu vois. Mais il y a eu février 2021, je sais plus, ou 2020. J'étais pas bien et puis tu sais, je sais pas, je prends Ilona, je m'énerve, je crie, machin, et je prends Ilona et je la plaque contre le mur. Et tu sais, j'ai envie de la prendre par le cou et il y a son regard. Je raconte cette anecdote, elle est pas agréable, mais il y a tellement de parents aussi qui vivent ça. Hein, qui sont... Enfin, moi, je pense tellement aux mamans bipolaires ou en burn-out et tout ça, où il y a des moments où tu te contrôles plus, quoi. Alors que tu devrais te contrôler, ça, c'est sûr. Et le regard d'Ilona, il est venu me pousser en arrière. Et là, j'appelle le médecin et je vais en clinique pour... c'est une façon aussi pour les préserver, même si pour elles, ces hospitalisations, il y a de la... Tu sais, c'est de l'abandonnite, ça va générer plein de choses, l'anxiété et tout ça, mais je suis outillée, je me fais aider, surtout. Grâce à elle, ce jour-là, j'ai pu me prendre en main, faire une parenthèse, prendre du repos, qu'on s'occupe de moi aussi, et puis go, on avance pour du mieux. Mais c'est des petits moments comme ça qui, dans le trouble, sont aussi existants et dont on ne parle pas parce que c'est ta honte, c'est un tabou, mais c'est une vérité vraie. Je te remercie pour ta confiance. Tu sais, ça me touche beaucoup des fois de me dire... Aujourd'hui, la parole, elle se libère quand même, mais je pense à toutes ces générations précédentes où ça pouvait pas être nommé, ça n'existait pas, il y avait pas de diagnostic ou quoi que ce soit, et pourtant toutes ces choses-là étaient vécues dans les familles. Et je me dis, c'est chargé quand même. Ça met les frissons. Ça met les frissons. Ouais, c'est très chargé. Ouais. Moi, j'arrive sur les 2 dernières questions. Est-ce que toi, avant ça, t'as envie de parler encore de quelque chose? Peut-être qu'il faut pas que je te lance là-dessus. Alors oui, je vais parler d'une chose quand même, parce que il y a eu le diagnostic en 2015. Mais en 2018, j'ai été identifiée au potentiel. Alors je savais, tu sais, t'apprends souvent le haut potentiel quand tu deviens maman, puis que tu vois que t'as un enfant qui est un peu précoce ou pas comme les autres, différent. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu pas mal de choses. Docteur Revol, Petit Colin, puis Petit Colin, Christelle Petit Colin, j'ai lu son livre, c'est ce mental je pense trop. À cette époque-là, c'était pas facile de lire pour moi parce qu'avec les traitements et tout, mais alors là, et ça a été comme une révélation, quoi. Mais bon, t'as ça, puis tu dis, tu y crois pas, mais bon. Et puis, j'ai eu cette identification. Qui a été plus longue et qui est presque à accepter. Je suis encore, même peut-être pas encore franchement dans l'acceptation, je suis dans le tremplin. Ça a été plus difficile à accepter que le trouble bipolaire. J'ai la sensation que quand on nous diagnostique HPI, il y a aussi ce côté comme si on avait peur que ce soit prétentieux. Non ? Ouais, après ça dépend tout comment la personne l'interprète, et puis ça dépend tout de chaque personne. Faut savoir quand même une chose, parce que là on commence à lire tout le monde est HPI, blablabla. Non, c'est pas vrai. Le fonctionnement du HP, c'est un câblage, c'est une façon de voir le monde, de voir la vie, de ressentir. Enfin bon, là pareil, on pourrait en parler des heures. C'est une façon de penser autrement. Et si on nous outille pas, j'ai jamais été outillée. Moi, c'était justement tais-toi, fais pas ça, arrête de bouger. Tu vois. Puis il y a eu des schémas récurrents pendant ma vie, jusqu'à tomber malade et à potasser plein d'autres choses. Et puis t'es là, ok. Alors aujourd'hui, on va dire
J'ai envie de conquérir à l'harmonie entre ces deux énergies, si tu veux, ces deux symboles, parce que la maladie, c'est un diagnostic. Le haut potentiel, il y a beaucoup de gens qui disent on m'a diagnostiqué au potentiel. Non, c'est pas un diagnostic, on identifie. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Et on voit tellement de choses aussi sur les réseaux sociaux et tout ça que les gens sont un peu perdus. Je trouve très bien qu'on en parle et je trouve super. C'est les enfants, heureusement, on peut les outiller rapidement et puis les aider parce que c'est pas forcément une partie de plaisir d'être au potentiel en fait. Mais bon, on apprend à vivre avec et puis donc voilà, maintenant j'ai deux choses dans ma vie, j'ai deux passions effectivement, c'est cette maladie qui est là. J'ai été à Belle Idée le 30 mars pour la journée mondiale des troubles bipolaires. Je te jure, c'était compliqué de retourner à Belle Idée, enfin je pensais que ça allait être compliqué, puis en fait, pour la première fois, j'ai trouvé ma place. Cette conférence, par les médecins, les infirmiers, les intervenants, ça faisait du sens, et puis je comprenais ce qu'on disait, tu vois. Et puis, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais à une conférence de Fabrice Michaud, qui lui est l'expert des hauts potentiels. Et puis là, tu sais, tu es là aussi, ok, bien. Tu te reconnais dans certaines choses, pas dans tout. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Voilà, il y a une un peu dimension, tu sais, en chaque être. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, surtout. Et toi, tu navigues avec ces différentes énergies. Exactement. Tu sais, bipolarité, polarité, c'est des énergies. Et c'est une question d'énergie, beaucoup. Moi, j'aimerais te demander quel message t'aimerais faire passer aujourd'hui aux personnes qui vivent avec un trouble psy. D'oser demander de l'aide. D'oser demander de l'aide parce qu'on est tellement renfermé dans ce truc où voilà, il y a l'incompréhension, il y a les questionnements, il y a une multitude de choses qui passent dans notre tête. Et vraiment, oser demander de l'aide, ça fait que depuis l'année passée, où j'ai osé demander à des copines de venir m'aider à faire le ménage. Je sais pas si t'imagines, je travaille plus, hein. Il y a des fois, je peux plus. J'arrive plus à tenir mes lessives, à faire le frigo ou à m'aider à faire l'administratif, à classer des factures. Alors que c'est un truc que j'ai fait professionnellement, tu vois, super bien, mais c'est différent aujourd'hui. Et oser demander de l'aide, mais même à un voisin, ça c'est une force en fait, clairement. Et admettons que le trouble bipolaire avec lequel Cécile vit est un super pouvoir. Lequel est-il ? Waouh ! Eh ben, pourquoi me vient de parler et d'en faire quelque chose. Tu sais, moi, depuis toute petite, l'endroit où je suis bien, c'est sur scène. Je faisais de la danse, j'ai fait du théâtre. J'ai fait une conférence en 2019 pour présenter un film. C'est là où je suis le mieux, où je n'ai plus de tension nerveuse, où j'ai plus de stress. Donc pourquoi pas rendre presque magique ce trouble bipolaire à qui l'entendra et à qui voudra l'entendre. Merci pour ton témoignage, Cécile. Merci à toi, Tamara. Merci beaucoup. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.